Bonjour à tous. Merci beaucoup de vous être déplacés pour cette conférence de presse au lendemain d'un débat. Et sûrement, on s'attend en tout cas que vous ayez des questions à ce sujet-là. Et pour ne pas faire de mauvais jeu de mots, nous sommes prêts à y répondre. Voilà, aujourd'hui, c'est une conférence de presse qui porte sur l'identité, la langue française, et on va aborder aussi le volet de la souveraineté. Pourquoi aborder ce volet-là dans le contexte de la présente campagne? Bien, je pense que c'est important, nous sommes un parti souverainiste et c'est important de parler de souveraineté pour notre parti. L'identité québécoise a été fortement malmenée, entre autres par le fait que le gouvernement Charest a fait preuve de laxisme dans le dossier de la langue. Et une des premières indications qui nous ont démontrer à quel point il faisait preuve de laxisme, c'est quand ils ont adopté la loi sur les écoles passerelles, qui est une loi qui permet d'obtenir un droit d'accès à l'école publique de langue anglaise, et ce qui est complètement aberrant pour un gouvernement du Québec de voter une pareille loi, quand on sait que dans les faits, nous sommes entourés de la culture anglophone et qu'on n'aurait pas besoin de ce genre de loi pour faire la promotion de l'anglais. Il y a aussi d'autres constats qui ont été discutés dans les dernières semaines, dont entre autres le recul important de la langue française comme langue d'usage dans les entreprises, particulièrement à Montréal, le recul de l'affichage du français aussi, particulièrement à Montréal. Mais ce qu'on constate aussi, c'est qu'il commence à y avoir des débordements. Ce n'est plus Montréal qui est affecté. Moi, j'ai des gens qui m'ont carrément souligné que depuis 10 ans, ça avait évolué à Drummondville, qu'il était de plus en plus fréquent de rencontrer des gens sur les trottoirs qui parlent anglais. On ne voyait rarement ça il y a 10 ans. Donc, on peut en conclure qu'il y a une assimilation lente et sournoise qui se fait par le débordement de l'anglais par rapport à Montréal. Donc, les tentacules s'étendent au-delà de la région de Montréal et de la couronne immédiate. C'est sûr qu'on peut se poser la question, est-ce que le gouvernement actuel de Jean Charest est préoccupé par cette situation? Il y a deux possibilités. Soit qu'il banalise la situation, cette espèce de débordement-là, ou soit qu'il fait preuve d'un laxisme volontaire. Donc, c'est calculé, sournoisement, tranquillement, pas vite, il va y avoir une assimilation. Mais dans les deux cas, je considère que c'est une attitude extrêmement dangereuse pour l'identité et la survie de l'identité québécoise. Moi, ce que je dis, c'est qu'on a un héritage à protéger qui est celui de notre langue française. Nous en sommes les principaux gardiens en Amérique du Nord. Et de fait, nous avons la responsabilité de prendre les moyens qui s'imposent pour la protéger et tout faire en sorte que les nouveaux arrivants apprennent le français et vivent en français au Québec. Nous devons agir en ce sens, comme si déjà le Québec était un pays indépendant et affirmer notre identité francophone avec fierté et dignité. Qu'est-ce que ça veut dire affirmer notre identité, notre langue et notre culture? Bien, ça se fait en plusieurs actions. Il y en a déjà été question dans les dernières semaines, adopter une nouvelle charte de la langue française, pour faire en sorte que la langue officielle du travail et de l'enseignement soit le français. Ça veut dire aussi abroger la loi sur les écoles passerelles, qui est une loi que j'ai dit tout à l'heure, qui est complètement aberrante, qui va à l'encontre de la protection de la langue française. Et ça va plus loin que ça. Il y a des gens qui me disent, comment ça se fait que nos enfants ne connaissent plus l'histoire du Québec? Ils ne la connaissent plus. Elle a été diluée totalement de son essence même. Donc, on va renforcer l'enseignement et la recherche de l'histoire à tous les niveaux, du primaire à l'université, en privilégiant la connaissance de l'histoire nationale du Québec et de ses institutions. Nous allons aussi appuyer les écoles primaires et secondaires afin d'augmenter la fréquentation des activités culturelles pour les élèves, pour qu'ils découvrent nos artistes, notre culture, que ce soit notre culture, nos artistes contemporains, mais nos artistes aussi et notre culture traditionnelle. Nous allons aussi rendre obligatoire les cours de francisation pour les nouveaux arrivants qui n'ont pas une connaissance fonctionnelle du français. Nous allons prendre les moyens pour y arriver. Et ce qui est de plus en plus choquant, c'est récemment à Québec s'est tenu le premier sommet de la francophonie. Et M. Charest se pavanait et affirmait qu'il n'y avait pas de problème ici au Québec, que le français était en bonne santé, ce qui est tout à fait faux.
quand dans le fond, il se refuse à protéger notre langue. Et quand il s'agit de M. Legault, bien, il ne dit pas un mot là-dessus. Il ne dit pas un mot parce qu'actuellement, ce n'est mathématiquement pas rentable pour lui. Il courtise le vote anglophone, donc il ne va pas parler de la protection de la langue française et de l'enjeu de l'identité québécoise à travers la langue française. C'est sûr que pour lui, M. Legault, s'il a une opinion, il la cache très bien. Donc, mes engagements, moi, personnels, par rapport aux orientations du Parti québécois, ça va être d'appuyer le milieu de l'éducation, ici, dans Drummond-Bois-Franc, dans la mise en place d'activités culturelles pour favoriser la fierté de nos jeunes envers la langue française et notre culture. Ça commence via les écoles beaucoup. Je veux soutenir aussi les organismes d'accueil des nouveaux arrivants afin d'augmenter leur financement pour assurer la bonification des activités de francisation et d'intégration. Il y a de plus en plus d'immigrants à Drummondville qui s'installent ici, donc c'est important de bien les accueillir. Les organismes ont noté qu'il manquait de fonds pour assurer une meilleure francisation, donc on va travailler dans ce sens-là. Et aussi, il y a un volet qui veut être mis en place, puis que je trouve que Drummondville pourrait faire partie de cette région-là qui pourrait bénéficier de ce programme, un programme de résidence d'artistes dans les écoles primaires et secondaires. On veut développer ça pour rapprocher nos artistes des jeunes, pour qu'ils puissent connaître nos artistes québécois. Donc, de développer un programme de résidence d'artistes ici dans les écoles primaires et secondaires. Puis, je vais travailler à ce que la région ici bénéficie de ce programme-là. Mais ultimement, pour assurer la protection de la langue française et notre identité, ça passe par la souveraineté du Québec. Hier, j'écoutais le débat et j'ai été frappée. Donc, d'une première chose, à la fin du débat, Mme David a dit très clairement, ils se sont entendus dans le débat, Mme Marois et Mme David, sur le fait que ces deux partis-là faisaient la promotion de la souveraineté et c'était ça qu'ils voulaient réaliser. Là-dessus, elles étaient d'accord. Et à la fin de sa présentation, Mme David a d'emblée confirmé que le prochain gouvernement serait dirigé par une femme. Donc, d'emblée, elle accorde au Parti québécois la victoire de la prochaine élection. Maintenant, c'est de savoir, est-ce que ce sera un gouvernement péquiste minoritaire ou est-ce que ce sera un gouvernement péquiste majoritaire? Et ça, c'est un défi que nous devons réaliser. Il y a un défi de vote par rapport à ça. Et donc, ce que je dis aux gens qui sont les gens qui supportent Option nationale, par exemple, ou Québec solidaire, qui sont deux partis souverainistes, il faut réaliser que si nous voulons, déloger Jean Charest et son gouvernement, il faut avoir un vote stratégique tel quel. Option nationale et Québec solidaire reconnaissent qu'ils ne seront pas en mesure de prendre le pouvoir aux prochaines élections. Et Mme David le dit. Donc, il faut avoir un vote stratégique. Si on a un gouvernement minoritaire, ça veut dire que dans 1 an et demi, on sera de nouveau en élection. Et ce que ça veut dire, ça, c'est que le Parti québécois n'aura pas eu le temps, de toute façon, de remplir ses engagements correctement. Tandis que si on a un gouvernement majoritaire québécois, du Parti québécois, nous allons être en mesure de remplir nos engagements. Donc, si les gens veulent du changement, première femme, première ministre, Mme Marois, et deuxièmement, un changement, un projet de souveraineté à la hauteur des attentes des Québécois. Et je me souviens aussi d'une phrase qu'a dit Michael Ignatieff il n'y a pas si longtemps, c'est-à-dire que le Québec était en marche vers la souveraineté, qu'il y avait déjà une scission psychologique très grande entre le reste du Canada et le Québec. C'est que le Parti québécois, pas le Parti québécois, mais le Québec est en marche vers la souveraineté. C'est une démarche d'émancipation. Dans la vie d'un individu, une démarche d'émancipation, ça peut être l'histoire d'une vie, tandis qu'une démarche d'émancipation pour un peuple, ça peut prendre plusieurs générations. Et je pense que c'est important que toutes les générations participent à cette démarche-là. Voilà, je vous remercie. Alors, bonjour à chacun. Annie parle de la protection de notre langue, parle de la protection de notre culture. Moi, à mon avis, si on veut protéger correctement notre langue et notre culture, ça passe par la souveraineté. Et quand on regarde ce qui se passe présentement au sein de la Fédération canadienne,
on ne peut que constater là, des anomalies qui sont tout à fait renversantes. Une des choses qui m'a le plus scandalisé, moi, récemment, c'est la nomination d'un juge à la Cour suprême du Canada, un juge unilingue anglophone. Alors, ça veut dire, ça, que, comme francophone du Québec, on peut être appelé à plaider devant un juge, faire valoir des droits devant un juge qui ne comprend pas votre langue et qui ne parle pas votre langue. Je dis que même dans les républiques de bananes, ils sont mieux organisés que ça. C'est à peu près le pire exemple de colonialisme que l'on peut voir, de se retrouver devant un juge qui ne parle pas votre langue et ne comprend pas votre langue. De même, on a assisté récemment, par Stephen Harper, à la nomination d'un vérificateur général unilingue anglophone. Oui. On sait quelle est l'importance d'un tel poste, et ce vérificateur général-là, lui aussi, ne comprend pas le français et ne parle pas le français. Et on a vu aussi, même au sein du cabinet de Stephen Harper, un responsable des communications, le responsable des communications, qui est un unilingue anglophone. Alors, c'est le trait d'union. Le responsable des communications, c'est le trait d'union, c'est la courroie de transmission entre l'électorat. Et ce type-là, cet individu-là, ne parle que l'anglais. Alors, est-ce qu'on peut penser que dans un contexte comme celui-là, notre langue va être protégée? Ce qu'on constate, en fait, c'est que, et Annie en a glissé un mot, c'est que nous sommes davantage et toujours plus minorisés au sein de la Fédération canadienne. Auparavant, nous représentions 35 %, ça a diminué à 30 %, c'était 25 %. Maintenant, nous ne sommes plus que 23 % au sein de la Fédération canadienne. Alors, cette minorisation-là, bien, effectivement, a des conséquences. Ça veut dire que nous avons de moins en moins de poids politique au sein de la Fédération canadienne et de moins en moins, nous pouvons faire valoir nos droits, nous pouvons faire valoir les valeurs du Québec parce que constamment, là, notre poids se réduit et on est rendu bien loin de ce qu'on a appelé à l'époque le French Power. Ce n'est plus ça, là, au contraire, c'est... on n'existe pratiquement plus, je vous dirais. Puis d'ailleurs, je vais vous citer Yvon Vallière, qui était ministre des Affaires intergouvernementales, qui disait « Ottawa nous oublie. Ottawa ne tient plus compte de ce que le Québec veut. » Alors, ça nous montre à quel point là, nous devenons de plus en plus, au sein de la Fédération canadienne, une quantité négligeable. Et si on veut renverser la vapeur, la seule façon, c'est par la souveraineté. Et on s'aperçoit de ce qui se passe au sein de la Fédération canadienne aussi, puis il faut que les Québécois se posent la question, est-ce qu'on veut vivre à l'intérieur de ça? Est-ce qu'on veut vivre au sein d'un Canada qui nous ramène la reine d'Angleterre et qui nous ramène la monarchie? Alors que ça va à l'encontre des valeurs des Québécois, c'est pas qu'on en veut à la reine personnellement, mais la monarchie, les Québécois ne sont pas des monarchistes. Mais là, on assiste à un retour, je dirais, à il y a 40 ans, c'est avant l'époque Trudeau, où on voit maintenant le culte de la reine là, qui revient à l'avant-plan. Je le réalisais quand j'étais à l'extérieur du pays, quand j'étais en Inde, là, Stephen Harper avait obligé que dans toutes les ambassades, il y ait une photo de la reine. Alors effectivement, là, quand j'avais l'occasion d'aller au Commissariat du Canada, bien, je voyais sur le piano à queue en entrant, il y avait la grande photo de la reine en plein milieu sur le piano à queue. Il y avait la photo de Stephen Harper à côté, puis il y avait évidemment la photo de l'ambassadeur. Alors, il y a aussi, dans ce Canada-là, est-ce qu'on veut vivre dans ce Canada-là qui abolit le registre des armes à feu? On sait d'où c'est venu, le registre des armes à feu. C'est venu du Québec, suite à la tuerie qu'il y a eu à Polytechnique, où près de 20 femmes, jeunes femmes ont été tuées. Alors, l'idée est venue du Québec. On a adopté le registre des armes à feu. Et là, Ottawa, pour plaire aux Westerners, parce que dans l'Ouest canadien, les armes, c'est important, c'est un peu la pensée américaine à cet égard-là. Il a aboli le registre des armes à feu, mais même plus que, malgré la protestation du Québec, malgré la protestation unanime de l'Assemblée nationale, libéraux, caquistes et péquistes, tous se sont opposés à l'abolition du registre des armes à feu. Stephen Harper n'en fait qu'à sa tête. Et même, pire, il refuse de nous donner, à tout le moins, les données pour le Québec du registre des armes à feu. Est-ce qu'on veut aussi vivre dans un Canada
qui est de plus en plus d'une mentalité guerrière, qui est en train de changer complètement l'armée canadienne, de l'armer davantage et d'investir des millions, des milliards dans l'armement de guerre. Est-ce qu'on veut vivre dans un Canada qui, finalement, au niveau des normes environnementales, se joint davantage à la mentalité américaine aux États-Unis que par rapport au Québec, qui favorise le protocole de Kyoto? Et encore là, on voit Jean Charest qui participe à une conférence internationale sur l'environnement. Stephen Harper donne la ligne de conduite. Puis le Québec, malheureusement, ne peut pas faire valoir son point parce qu'on n'est pas un pays. Donc, on ne peut pas adopter au niveau de l'international des normes environnementales qui correspondent à ce que veut le Québec. Et on voit aussi dans quelle situation ingouvernable dans laquelle de plus en plus le Québec est plongé. Je pense à l'adoption qui a été faite à Ottawa par le gouvernement de Stephen Harper au niveau de la justice. Il veut renforcer les peines, mais les conséquences de ça, c'est qu'il va y avoir plus de gens en prison. S'il y a plus de gens en prison, ça prend plus de prisons. Et là, les prisons vont devoir être construites par le gouvernement du Québec à ses frais. C'est le gouvernement du Québec seul qui va payer pour ça. Alors, c'est ça qui montre que ça ne marche pas, ce système-là, parce que un autre gouvernement nous impose des dépenses avec lesquelles on n'est pas d'accord. Et Jean-Marc Fournier, le ministre de la Justice, est allé plaider pour ça à Ottawa en disant on n'est pas d'accord avec ça, puis on a un système de justice au Québec qui fonctionne bien, et on n'est pas d'accord avec ces peines que vous voulez plus sévères, et surtout, on n'est pas d'accord avec le fait d'avoir à construire des prisons qui vont nous coûter cher à construire, mais après, il faut les faire vivre, ces prisons-là. Pas de problème. Stephen Harper, lui, continue, et le projet de loi il a été adopté. On vit la même situation en matière de santé, où Stephen Harper décide qu'il va réduire les transferts en santé. Alors, de plus en plus, là, il veut réduire les transferts en santé, alors que les besoins en santé augmentent constamment. Alors, encore là, on se fait imposer une décision qui vient d'Ottawa, et on est obligé de subir ça. Alors, moi, je dis donc que le Québec, dans un tel contexte, devient ingouvernable. Et il devient tellement ingouvernable que la souveraineté, elle s'impose de façon urgente, puis même, elle va être payante pour nous. Et quand je dis ça, là, je cite François Legault. C'est François Legault qui, il y a peu de temps, disait, avec la façon que la Fédération canadienne fonctionne, on ne peut plus gouverner le Québec parce qu'on n'est pas maître de nos décisions, puis on se fait imposer des décisions qui nous coûtent cher, puis avec lesquelles il faut vivre. Alors, de là que François Legault nous disait, bien, la souveraineté, elle s'impose, puis même elle va être payante parce qu'on va être maître de nos décisions et maître de notre destin. Alors moi, je dis, c'est quoi la solution? Et surtout, quand on le voit, François Legault qui nous dit, il faut que ça change. Moi aussi, je suis d'accord, il faut que ça change. Mais le vrai changement, ça passe par la souveraineté du Québec. Si on reste dans le système actuel, c'est les mêmes choses qui vont se continuer. C'est encore des décisions qui vont nous être imposées. On va devoir vivre avec des compressions qui nous viennent d'Ottawa. Et, comme le disait François Legault, le Québec, de plus en plus, devient ingouvernable parce qu'il n'est pas maître de ses décisions, il n'est pas maître de son argent. Alors, quand on propose la souveraineté du Québec, on propose quoi? On propose tout simplement de dire, on va prendre nos décisions, on va garder notre argent, puis on va prendre nos décisions dans notre intérêt, dans l'intérêt des Québécois. C'est juste ça, la souveraineté du Québec. Alors, c'est pas sorcier, mais je dis que le vrai changement passe effectivement par la souveraineté du Québec. Il n'y a rien de plus normal pour un peuple que de décider par lui-même et pour lui-même, avec tous les moyens qui resteront en sa possession. Il sera maître de son argent, il sera maître de ses ressources, il sera maître de ses décisions, il sera maître de son destin. Alors, j'invite donc les Québécois à prendre en considération pour le vote qui s'en vient que le vrai changement, c'est la souveraineté du Québec. S'il n'y a pas de souveraineté, les mêmes chicanes vont se continuer, fédérales, provinciales, les mêmes décisions ne pourront pas se prendre ici au niveau du Québec où nous serons imposés par Ottawa. Alors, si on veut mettre fin à ça, puis si on veut pouvoir vraiment assurer un meilleur avenir aux Québécois, protéger notre langue et notre culture, comme le disait Annie, c'est sûr que ça passe par la souveraineté du Québec.
J'entendais, je termine là-dessus, je m'enflamme quand je parle de la souveraineté. J'entendais François Legault qui disait « On va rapatrier les pouvoirs en matière d'environnement ». C'est aberrant de l'entendre dire ça. Parce qu'il dit « Ottawa s'en occupe plus ou moins ». C'est le contraire. Stephen Harper, son idée en matière environnementale, elle est fixe. Hein? Il veut protéger les sables bitumineux de l'Alberta. Pensez-vous qu'il va laisser aller les pouvoirs en matière d'environnement? Puis, François Legault, qui a été 10 ans de temps à l'Assemblée nationale, vient nous dire ça. Moi, je dis, il se comporte comme Alice au Pays des Merveilles. C'est de la pensée magique. C'est certain qu'il va se faire dire non. Alors, est-ce que François Legault pense que dans un contexte comme celui-là, il va pouvoir apporter des changements? C'est impossible. Lui, il dit qu'on a les mains attachées. Moi, je dis, lui, il va avoir les mains et les pieds liés par Ottawa, puis il ne pourra pas les faire, ces changements, parce que ces changements qu'il veut faire vont lui coûter excessivement cher, puis il n'y aura même pas les ressources financières que ça lui prend. Alors, je dis donc que le vrai changement, il passe par la souveraineté du Québec, et les Québécois ne seront pas pris par surprise par rapport à ça. Ils vont être consultés, ils vont pouvoir s'exprimer comme ils l'ont fait en 1995. En 1995, il faut se rappeler à quel point la lutte a été chaude. Il faut rappeler aussi qu'on se l'est fait voler, ce référendum-là. Il n'y a pas d'autre mot, on se l'est fait voler. Alors, je pense que maintenant, ça passe par la souveraineté du Québec si on veut connaître un meilleur avenir au Québec. Merci beaucoup. Bienvenue. Ouais, on va parler du débat. On s'en attend. Si on avait je sais pas, une évaluation à faire de la performance de Mme Marois. Bien, moi, je considère que Mme Marois a été sereine. Elle l'a dit, puis on la sentait sereine. Je l'ai rencontrée à plusieurs reprises, je la sentais sereine, mais elle a été surtout réaliste. Et elle a su mettre en lumière les incohérences et les vides de M. Legault. Et moi, ce que j'ai aimé surtout, c'est quand elle a dit à M. Charest qu'il radotait tout le temps la même rengaine par rapport à l'histoire de la santé. En 9 ans, ils n'ont pas amélioré l'état des urgences. On attend 1 heure de plus dans les urgences. Donc, moi, je considère que Mme Marois a fait un très bon débat. S'il y avait un petit reproche à lui faire, quelque chose qu'elle avait oublié ou... Bien, je pense qu'elle l'a dit par elle-même. Ouais. Puis ça a été de ne pas avoir parlé plus d'éducation et peut-être de ramasser un petit peu plus là, ses propos. Mais vous savez, quand on est assis devant, dans un contexte comme ça, c'est pas toujours évident. Et elle était naturellement, elle est en tête de file au niveau des sondages. Fait que c'est sûr que le niveau de stress est beaucoup plus élevé que, par exemple, Mme David, qui effectivement a donné une belle performance, mais elle était beaucoup plus dégagée par rapport à ce débat-là. Est-ce que je peux rajouter quelque chose par rapport au débat? Bon, Annie vient d'en parler de Mme David, mais moi je dis, il ne faut pas être dupe, là. Vous avez entendu François Legault et vous avez entendu Jean Charest féliciter Mme David et dire qu'elle avait fait un bon départ. Mais pourquoi font-ils ça? Parce qu'ils savent que ça nuit au Parti québécois. Parce qu'ils savent que, donc, des votes peuvent aller à Québec solidaire. Et si des votes vont à Québec solidaire, c'est le Parti québécois qui perd des votes de cette façon-là. Je ne sais pas si vous avez vu dans le Journal de Montréal cette semaine, c'était jeudi, il disait, à cause de la division du vote Québec solidaire et Parti québécois, c'est 9 comtés dans lesquels le Parti québécois peut être menacé à cause de cette division du vote. Alors, moi, je dis, soyons pas dupes, là. S'ils la félicitent, Madame David, c'est parce qu'ils savent que ça peut nuire au Parti québécois. Puis il faut faire attention. Parce que s'il y a cette division du vote-là, Québec solidaire n'aura pas le comté. Ça va être Jean Charest qui va l'avoir ou ça va être François Legault. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Je pense que les gens veulent se débarrasser de Jean Charest à tout prix. Mais il ne faut pas prendre de risque, puis il faut voter Parti québécois. Est-ce qu'on a des sondages internes, nous autres, ici, au niveau de... Non. Aucun sondage interne. Est-ce que c'est un exercice que vous allez faire plus tard? Ou
Pointage ou... Ben, oui, on va faire du pointage, Pointage. mais je vous dirais que c'est plus mon équipe qui est en mesure de répondre à ça. On ne me parle pas des sondages. Elle On fait me protège. Elle fait son sondage de porte-à-porte. Je fais mon sondage de Ça va bien. porte-à-porte, puis ça va bien. Ouais, Mais ok, au-delà bon. de ça, un sondage scientifique, là, non, on ne me parle pas de sondage. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux parties, je dirais même, entre les deux parties du territoire aussi? La partie urbaine versus la partie rurale? Puis, Les préoccupations sont un peu différentes, naturellement. La partie plus rurale, c'est beaucoup lié à l'agriculture, à l'environnement direct au niveau des terres agricoles. Ici, c'est plus les dossiers majeurs comme le centre mère-enfant, famille-enfant plutôt, et le campus universitaire, le dossier du centre de foire. Ça, c'est plus des dossiers qui sont déjà en marche et sur lesquels on s'est déjà positionné, puis sont déjà en marche. Mais c'est ça, il y a des petites différences en termes de réalité, puis c'est tout à fait normal. je reviens un petit peu au débat, mais dans le sens que, bon, il y a un autre exercice, c'est pour la première fois là, qui va suivre, là, les face-à-face. Est-ce que vous pensez que ça va être un autre moment là, qui va être peut-être plus déterminant, là, qui va permettre d'ajuster les tirs? Bien, en tout cas, ça va permettre d'éclairer encore mieux. Parce qu'avant, il y avait juste le débat, puis les gens se positionnaient. Il y en a qui décident à partir du débat. Mais là, on va aller un peu plus loin. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va en sortir de ça, mais je pense que ça va permettre de préciser des choses que le débat n'a pas pu. Parce que des face-à-face, on a plus le temps de parler, tandis qu'un débat mené à quatre, tout le monde parle en même temps, puis tout le monde tire sur son côté couvert, ce qui fait partie de la game. Moi, j'ai hâte de voir ça parce que j'avais écouté le débat entre les candidats à la présidence de France, Nicolas Sarkozy et François Hollande. C'était cette formule-là là, de face-à-face. Puis j'avais trouvé ça bien intéressant, puis j'avais trouvé ça très dynamique aussi. Il y a plus de réactions de l'un à l'autre, là. Alors, j'ai hâte de voir ça. C'est une première, ça va être intéressant.